Dans la gueule. C'est Hawkmoon. Il fait pas rêver. Hein. Moi, il m'a fait rêver quand j'étais enfant. Putain, t'avais des drôles de rêve quand t'étais enfant. Après, tu me diras, je rêve d'armure. Hein, donc. Bah, il a une belle armure. Allez. Jadis terrain de jeu de quelques passionnés, la pop culture est devenue l'un des grands champs de bataille des géants du divertissement, qui multiplient adaptations, suites et spin-offs pour capter l'attention des fans. Au milieu de ce marché saturé, certaines œuvres parviennent pourtant à rester fidèles à leur essence ou à se réinventer et trouvent un équilibre entre succès populaire et reconnaissance critique. C'est à ces perles rares que s'intéresse Over the Pop. Je suis aujourd'hui avec Lionel et Pierre-Jean. Salut. Salut. Pour un épisode Non, mais là, on va encore un peu particulier. Ouais, c'est ça. On va pas refaire exactement le même texte. On est toujours en mai, donc on fait toujours ce qui nous plaît. Et c'est donc à toi, Lionel, de nous parler. Ouais, alors je propose qu'on le fasse à Shifumi pour Ah savoir bon qui commence. Allez, soyons fous. Ah ouais, ok. Allez, Alors. Allez. Shifumi. Oui. Et voilà. C'est moi qui commence du Et coup. c'est toi qui commence. Ok. Donc, Eh bien, c'est vas-y. Pierre-Jean qui commence. Ok. J'avais fait ciseaux. Ouais, du coup, il fallait choisir quelque chose. Et bien, du coup, je sais pas, j'ai longtemps hésité. J'ai très, très longtemps hésité. J'ai même hésité à faire un truc sur une nounou d'enfer, te dire. Ah ouais. Waouh. Mais quoi? J'ai même hésité à faire quelque chose sur les pâtes au beurre. J'ai hésité aussi à faire un truc sur Malcolm. Oui. J'ai hésité entre Antoine et Malcolm et ça. Surtout qu'ils vont refaire une saison là de Malcolm, non? C'est refait déjà. C'est refait, c'est pour déjà. ça que je m'étais dit peut-être, comme j'aurais peut-être jamais l'occasion de parler de Malcolm, j'aurais parlé de la nouvelle saison. Ça aurait pu être une idée. Mais j'ai peut-être essayé partir sur du coup pas un film, mais plutôt sur du coup un réalisateur dont j'ai vu encore un film là. Il en a pas fait beaucoup, il en a fait 4 avec des courts-métrages, je compte vraiment juste les longs-métrages. C'est un jeune réalisateur ou c'est juste que... Il a 50 ans, il a Ouais, il est commencé à faire son premier long-métrage en 2012. Et qui s'appelle Rio. Et il s'appelle Oriol Polo. Et il est espagnol. Pollo peut-être du coup, non? Ouais, Polo. Ça s'écrit comment? Il y a deux L? P-A-U-L-O. Ah donc Polo. Ouais, j'ai longtemps hésité, je sais pas. Pollo ça c'est nous s'il y a fera- deux L, s'il y a qu'un Si tu seul veux L, qu'on le c'est mette Polo. dans Google Tra- Paolo. Paolo peut-être. Paolo. Ça c'est plutôt Paolo peut-être. Enfin, non, Paolo c'est avec un O. Mais dans Google Trad. Ouais, Google ça Trad peut être espagnol. Paolo. Espagnol. Paolo. Oriol Paulo. Paolo. Ah, voilà. Oriol Paolo. Bon, voilà, Allez, ça, allez, c'est réglé. Ça, c'est fait. À moi. Et voilà, c'était tout pour moi. Merci, bonsoir. Prochaine fois, on fera. On prendra un nom polonais ou sur les russe. raviolis. Sur Facebook ou Instagram, t'as des listes de films que des gens recommandent comme ça. Et j'aime bien tous les films genre puzzle. Et il était apparu dans des listes avec 2-3 films comme ça. Je me suis dit vas-y, je le tente. Et un soir, je me regarde le film. Un de ces films. Et du coup, j'en ai regardé un autre. Puis encore là, ce week-end, j'en ai... c'est le 3e. Je les ai pas regardés dans l'ordre de sa filmographie. Mais à chaque fois, franchement, c'est... si vous avez aimé les films comme The Game, Memento, Seven, Usual Suspect, il est vraiment à fond dans cette espèce de truc. Donc, pour revenir un peu à la personne, juste pour en parler, Oriol Polo, Paulo. il est né donc en 75 à Barcelone, il est formé à l'université de Pompeu Fabra. Pompelo. Pompeu Fabra. Après, il part à Los Angeles où il fait la film school de Los Angeles. Adolescent, dévoré genre les polars d'Agatha Christie ou la filmographie d'Alfred Hitchcock. Il est pas vraiment, donc comme je l'ai dit, voilà, c'est pas un délire où il est vraiment à fond dans la violence ou quoi, ou dans le spectacle, c'est vraiment juste de la mécanique. Il a commencé par le montage. Mais pour des films connus. Non, c'est en monteur, je pourrais pas te dire. Ça va sûrement être des mais films après espagnols. en scénariste, ouais, c'est pour des films espagnols.
T'as les yeux, Donc pas connu. les yeux de Julia, de Guillaume Morales. Ok. Et après, voilà, c'est ça. Il a fait monteur et du coup scénariste, puis enfin réalisateur. Et ça se ressent vraiment dans sa filmographie parce que du coup, il est vraiment au taquet en termes de montage. Tu sens vraiment qu'il s'y connaît. Et du coup, en scénario aussi, il est chiadi bien, il est bien ficelé, il est met bien en forme. Et du coup, la réalisation, franchement, c'est des films, ça se regarde, quoi. Et tu nous Même diras si un c'est- titre? Bah oui. Et du J'espère. coup, son premier film en tant que réalisateur, c'est le deuxième que j'ai vu. Donc, El Cuerpo, The Body, en 2012. Le corps, donc. Donc, Ouais. le corps. Oui, parce qu'il a toujours pas dit en français. Oh, non, en français, c'est The Body. Ah, ok. Il n'y a pas traduit, enfin, ils ont laissé là. Et c'est avec des acteurs espagnols. Et c'est avec des acteurs espagnols. Le pitch, c'est complètement con, hein. Ça tient sur un post-it. Hein. C'est un corps disparaît de la morgue avant son autopsie, et la nuit qui suit, un inspecteur interroge le mari, en gros, de la défunte. Et là, t'as tout un délire. Pour savoir qui a enlevé le corps. Qui a enlevé le corps, qu'est-ce qui s'est passé, machin, et t'as tout un délire, voilà, unité de lieu, le temps, les espèces de flashbacks avec les montages, les nouveaux persos, puis ça, t'as toujours cette espèce de truc où il est jamais dans un espèce de manichéisme où tu sais jamais, en fait, si lui c'est le gentil, lui c'est le méchant, tu sais jamais, les gens ils mentent, t'es tout le temps, et je fais putain, mais c'est lui, c'est forcément, et t'as toujours un truc. Et il rajoute une couche, et c'est toujours un espèce de truc comme ça. Ouais, tu vois, les trucs un peu, voilà, dans ces films à puzzle où Ouais, c'est un film où il faut que t'arrives à... tu pars sur un braquet, tu dis, ah, c'est lui, et après, au final, boum, t'as un nouvel élément, et bam, ça te remet les pendules à zéro, et t'es là, en plein milieu du film, tu dis, putain, c'est pas possible. Ouais. Et tu repars, et hop, Ouais, c'est tu ça. sais jamais, et en fait, au final, voilà, c'est ce genre de film à twist, quoi. Voilà. Faut que t'arrives à démêler le vrai du faux, quoi. Et d'ailleurs, pour ce premier film, il revendique carrément une influence des Diaboliques qui était sorti en Bah, 55. C'est et le qui- même principe avec les deux femmes qui tuent le mari, et en fait le corps disparaît, et il y a tout un truc autour Avec de ça. un twist, voilà. C'est dans les scénarios, il a toujours plusieurs couches au personnage. C'est tout, tu ne sais jamais, en fait, qui t'as toujours un élément en plus, et il construit son histoire au fur et à mesure. Et ça, j'aime bien ce genre de truc où ça prend le temps, c'est assez progressif. Et au final, c'est logique et c'est cohérent. Il n'y a pas de truc où ça tombe de nulle part. Mis à part, j'en parlerai après du troisième film, Mirage. La quasi-totalité des films, ça c'est genre un truc, comment dire, ça se passe dans la vie de tous les jours, quoi. Enfin, c'est pas de trucs surnaturels ou Il n'y a pas quoi que ce soit. d'extraordinaire, quoi. Ouais, il n'y a pas de trucs fantastiques. Mhm. C'est vraiment comme une enquête policière, ou voilà, des films, un thriller, quoi. Et du coup, le premier film moi que j'avais vu, c'était L'Accusé, sorti en 2017. Son titre espagnol, c'est Contratiempo. Je trouve qu'il est beaucoup mieux que L'Accusé, pour ma part. Et du coup, non, vraiment son délire de T'es temps. vraiment pas doué en espagnol, hein. Non, j'ai jamais fait Et d'espagnol. du coup, à fond, comme il est à fond dans cette espèce de truc de temps et de machin. C'est pareil, hein, C'est un petit peu le Tenet espagnol, quoi. Ouais, mais là, pas autant, parce que là, du coup, Nolan, dans Tenet, il est vraiment parti en couille avec son délire de temps. Je C'est quand pas tu- qui se dire. Hein. Je l'ai même pas vu. Moi, j'ai pas réussi à le finir, je me suis endormi. Il a fait beaucoup mieux, hein, si vous voulez regarder, Memento ou Oui, Le oui. Prestige. Oui, Mm. non. Le Prestige. Pour moi, le Prestige, c'est son c'est meilleur film. c'est le Ah ouais summum du. Tu ne préfères pas Interstellar? Non, s'il fallait choisir un film de Nolan, je préférerais Le Prestige. Ah. Je trouve que le délire avec les Oui, moi aussi. magiciens, Ouais, et carrément. comment c'est foutu, et l'écriture, enfin, c'est pareil, c'est le montage. Oui. Même niveau que Insaisissable, quoi. Ah, mais pas du tout. Que Insaisissable 3. Dans le monde de la magie, tout ce qui disparaît réapparaît. Celui-là, donc L'Accusé, c'est un peu le même
dans le même délire. Hein. Il y a un homme qui est suspecté de meurtre, une avocate qui l'aide à construire sa défense, et en gros, voilà, t'as des flashbacks. Voilà, ça tient en 2 lignes. Et tu ne sais pas s'il est vraiment coupable ou pas, c'est ça? Et tu sais pas, en fait. Bah, non. Voilà. Et au fur et à mesure, tu dis, ouais, c'est lui, puis non, puis oui, puis non, puis jusqu'au twist final, tu fais, oh putain. Ok. C'est à la fin, voilà, t'es là, tu fais, oh! En fait, c'est l'avocate. Et là, tu dis, non, putain, sans déconner, quoi. C'est un genre de film comme The Game, pareil, t'es là, tu fais, non. Ouais, The Game, c'est quand même un peu poussif à la fin. Même si j'aime bien Ouais, le film, oui, hein. ouais, non, mais tu vois, ce genre Ouais. de truc, Oui, je vois ce que tu veux dire. Enfin, c'est un des films, voilà, c'est le film qu'il a révélé plus ou moins au grand public, parce que malgré que la presse espagnole avait trouvé ça pas ouf, c'était, voilà. C'est des cons, les Espagnols. Hmm. C'est des cons, les Espagnols. C'était pas un ouf, mais c'est après, voilà, quand il est sorti au grand public, et c'est surtout après, apparemment, en Asie, où ça a pas mal cartonné. Mais c'est Un vrai. dieu vivant à Bornéo. Et justement, pour en parler du prestige, ouais, voilà, c'est ça. C'est genre un espèce de prestigitateur du cinéma, quoi. Tu vois, dans le sens où il y a eu un maître, t'es là, il y a le lapin, hop, il sort un lapin du chapeau, hop, il le fait disparaître, boum, t'es la meuf, elle est coupée en 2, eh ben non, ça, c'est ce genre de truc, tu le vois jamais. Tu te dis, mais comment j'ai pas pu voir ça? À chaque fois, Mais est-ce que mais c'est- sans déconner, quoi. Justement pour ce genre de film-là, parce que ce qui fait souvent la qualité aussi de ce genre de film, c'est si on peut les revoir, même si une fois qu'on connaît le twist, parce que soit la réa est vraiment très bonne, parce que le jeu des acteurs est vraiment très bon, ce qui fait que ça te permet de quand même apprécier le film, alors que tu sais comment ça va se terminer. Est-ce que, je sais pas, tu les as peut-être pas rematés. Là, je les ai pas rematés parce que genre il y en C'est a trop un, récent. je les ai vus à peine il y a 1 an, Oui. mais je pense que je pourrais il y en a un ou deux, ouais, je pourrais les revoir. L'accusé, du coup, Conta Tiempo, je trouve lui, je me le reverrai, ouais. Ok. Et là, le Mirage, c'est plus dans la lignée comme Premier Contact ou ce genre de film. Du coup, il y a de la science-fiction, mais il est pas autant science-fiction. Hein. Lui, C'est quoi le pitch en gros? Mirage, c'est en fait une femme qui communique dans le temps à travers une télé avec un enfant qui va mourir. En gros, c'est faire un truc un peu comme l'effet papillon, quoi. Les trucs que tu fais. On parle c'est- pas du film, hein, j'espère, parce que Du film Ouais, parce aussi. que le du film, il est c'est- vraiment horrible, quoi. J'avais trouvé vraiment ça horrible. Alors, t'as vu quelle version? Bah, c'est le premier avec Ashton Kutcher, Ouais. qui est Mais- vraiment mais avec quelle fin? débile. Avec- Je sais plus. Parce qu'il y a eu plusieurs fins. Mais là, je trouvais que c'était tellement Parce que- osef, les non, mais enchaînements. il y a des trucs, il y a une fin, franchement, elle est horrible. Ouais, Elle m'a hanté, j'ai pas pu regarder le film. ok. Là, je l'ai revu il y a pas longtemps parce L'effet qu'il passait à la télé. L'effet papillon? Ouais. Ok. Et la fin, elle est plus cool. J'étais plus content. Mais il y a une fin, franchement, elle te fout la mort, quoi. Hmm. Mais non, dans le sens effet papillon, tu fais une action Oui, qui va oui. faire et en fait, ça va modifier, Oui, ça va oui. modifier ta vie. Alors, Ça en gros, aura un voilà, c'est ça. impact. Et dans Ah, sous- là, du coup, il rajoute un peu de science-fiction, mais ouais, c'est pas non plus. Hmm. Ça reste toujours un truc ancré Oui, oui. dans plus ou moins dans le réel. Je mets des guillemets. Ça reste à hauteur d'homme, voilà, avec des trucs, Ok. des meurtres, des trucs, Donc ça, t'en as des fait, accidents. t'en as fait 3 Et le dernier que j'ai pas vu, que je vais voir, ce très, soir. très bientôt. Ce soir en rentrant. Non, ce qui fait 2h30. Ça s'appelle Les lignes courbes de Dieu, Ah, mais ça me dit quelque chose. qui est sorti en 2022. Et là, c'est une détective infiltrée dans un asile psychiatrique. Et du coup, voilà, la question devient est-ce qu'elle est saine d'esprit ou pas? Un peu comme dans Shutter Island. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ça fait très Shutter Island. Mais Oriol Paolo, c'est ça que tu dis Oriol, ouais, Paolo. Paolo, Paolo. 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 Voilà. Ok. Ok. Il est dans la lignée, voilà, des Fincher. Mais après, c'est pas non plus un maître du genre, mais il commence à avoir sa place. Et là, je suis curieux de voir du coup les lignes courbes de Dieu. Je crois qu'il y a un petit côté fantastique, je crois. Hmm. Mais Ok. voilà, si vous Intéressant. kiffez ce genre de film, Sixième Sens, Les Autres, ou Memento, tout ce genre de film, là, vous pouvez vous diriger vers Oriol Paolo.
Disponible sur Prime Video. The Body, Mirage et L'accusé. L'accusé. Et les lignes courbes de Dieu. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que si tu veux te faire Voilà. sa filmo, tu pars pas sur un truc pléthorique. Oui. ça Non, reste gérable. c'est bien. Ouais. T'as pas trop à mater, quoi. Non, ça va. Ok. Voilà. Bon, eh bien merci. Bon, et toi, Lionel, alors tu nous parles de Alors, quoi? je vais vous parler d'un jeu de rôle, mais pour ça, il faut d'abord que je vous parle du cycle de roman dont il est l'adaptation, mais pour ça, il faut que je vous parle d'abord de son auteur. Oh, ça va être long. Alors, non, j'ai minuté, ça prend 18 minutes si personne ne m'interrompt. Ah, Bon, ben, on se tait, alors. ferme notre gueule. Le jeu de rôle, c'est Hawkmoon. Vous pouvez voir la boîte ici. Hein. Ouh, elle est belle, la Ouais. boîte. Hein. Science et sorcellerie dans la Terre du futur. Bon, vas-y. Le cycle de roman, c'est l'histoire du bâton runique. L'auteur, c'est Michael Moorcock. Et si vous le voulez bien, on va commencer par Moorcock, dont j'ai déjà parlé, peut-être dans Cyberpunk, parce Ouais, que ça me parle, moi, Moorcock. il est un petit peu à l'origine de la nouvelle vague de la SF des années 60-70, qui a donné naissance après au Cyberpunk. Hey, t'entends? Oh ouais, je suis pas sourd, mais je vois pas en quoi ça m'intéresse. Michael John Moorcock est né le 18 décembre 1939 à Mitcham, dans la banlieue de Londres. C'est l'auteur de nombreux romans de fantasy, de science-fiction et de science-fantasy, le genre qui nous intéresse aujourd'hui avec Hawkmoon, qui est un genre hybride qui mêle éléments technologiques modernes et univers médiévaux ou antiques, ou à l'inverse, des éléments de fantasy dans un cadre de science-fiction. Alors, c'est un genre auquel on raccroche notamment des œuvres comme la saga de Dune de Frank Herbert ou la Horde du Contrevent de Damasio. À partir de 64, Moorcock devient rédacteur en chef de la revue New Worlds, un poste qu'il n'occupera que 4 ans. Néanmoins, sous son impulsion, la revue anglaise devient le fer de lance de la nouvelle vague de la science-fiction dont je parlais, avec la publication de nombreux jeunes auteurs comme Roger Zelazny, qui deviendra célèbre notamment pour l'écriture du cycle d'Ambre, qui a aussi donné lieu à la création d'un jeu de rôle qui, lui, se joue sans dés. Il y a aussi Norman Spinrad. Parmi ses romans connus, il y a Jack Baron et l'Éternité, qui est une critique un peu de la société des médias, et Rêve de fer. Donc là, en fait, pour le pitch, parce que je trouve que c'est génial, c'est qu'il imagine que Hitler, après la Première Guerre mondiale, est parti aux États-Unis, qu'il est devenu un écrivain de science-fiction, et Rêve de fer, c'est le roman de science-fiction écrit par Hitler, dans lequel, en fait, il développe, sous la forme d'une histoire de science-fiction, les idées de surhomme et toutes les choses comme ça, mais dans un roman, parce qu'il n'est pas devenu un dictateur et tout ça. Mais tous ces trucs nauséabonds, on les trouve dans le roman. Donc, et d'ailleurs, sur la vraie couverture du livre, il y a marqué Norman Spinrad, mais à l'intérieur, tu as le titre du livre par Adolf Hitler. Mais genre, il Ah serait ouais, à parti aux l'intérieur, États-Unis. t'as la Ouais. couverture. Voilà, c'est et ça. t'as un tab directement, Voilà, comme si c'était un livre écrit par Hitler. Un livre de science-fiction écrit par Hitler parce qu'il est devenu auteur de SF et que c'est par la SF qu'il développe toutes ces idées antisémites ou de délire de surhomme, voilà, la suprématie aryenne. Un autre Mein Kampf, quelque Voilà, part. c'est ça. C'est donc pas que c'est pas bien d'être raciste, que c'est mal. On ne doit pas faire de discrimination raciale, c'est mal. Et donc, un des autres auteurs qui a été mis en avant par Moorcock, c'est John Brunner, qui est connu pour Tous à Zanzibar, et Sur l'onde de choc, qui a été publié en 1975, et que certains considèrent comme le premier roman cyberpunk. Ah, c'est marrant, je me souviens pas de ça. Le problème pour Moorcock, c'est que ces innovations, elles sont mal vues par bon nombre de lecteurs de SF traditionnels, et que New Worlds accumule rapidement de lourdes dettes, ce qui le contraint à écrire en urgence pour renflouer les caisses. C'est donc dans ce contexte de production alimentaire effrénée que vont naître plusieurs de ces cycles les plus fameux, dont ceux d'Elric et de Hawkmoon qui nous intéressent aujourd'hui. Alors juste petite anecdote, Moorcock, il a écrit des romans, il a été scénariste de comics, il a dirigé sa propre formation de rock qui s'appelait The Deep Fix. Et il a écrit des paroles de chansons, notamment pour Blue Oyster Cult et pour Hawkwind. Et alors, en préparant l'émission, je me suis rendu compte ce que je croyais toujours, c'est que le morceau et l'album Stormbringer de Deep Purple, c'est une référence à Moorcock, ou que Moorcock avait écrit le morceau. Et en fait, pas du tout. C'est un hasard. En fait, Deep Purple, il a choisi le titre là, et il connaissait même pas les écrits de Moorcock. Mais pour Blue Oyster Cult, il a écrit une chanson en rapport avec Stormbringer qui s'appelle Black Blade. Sa création la plus célèbre de Moorcock, ça reste le personnage d'Elric, dernier empereur de l'île de Melniboné, dont la publication s'étend de 1961 à 2011 pour un total de 10 tomes principaux. Alors je ne l'ai pas dit, mais Moorcock, il est toujours vivant, il a 86 ans,
Et il publie encore de temps en temps des trucs. La création et le succès d'Elric sont suivis par ceux de la saga Hawkmoon, une œuvre de commande, donc comme je l'ai dit, dont chaque tome, selon la légende, aurait été écrit en 3 ou 4 jours. Donc on est vraiment dans l'usinage, il est speed, le gars, quoi. il est speed, et ça se ressent même. De toute façon, Hawkmoon, c'est beaucoup moins abouti qu'Elric, mais c'est pas grave parce que ça lui donne un côté comme ça léger, d'aventure, quoi. Moi, quand j'ai lu ça, quand j'étais ado, je trouvais ça plus accessible et plus plaisant que Elric, où il y a effectivement un côté un peu plus métaphysique derrière. La saga d'Hawkmoon, elle est composée de 2 cycles qui sont publiés entre 1967 et 1975, l'histoire du bâton runique et les chroniques du comte Airain. L'action, elle se passe au 54e siècle, sur la terre du tragique millénaire, où la civilisation qu'on connaît a été détruite après un âge d'or survenu au 21e siècle. L'essentiel de l'Europe se trouve désormais à un niveau de développement proche de celui du Moyen-Âge ou de la Renaissance, même s'il subsiste de nombreux vestiges d'une technologie évoluée qui est souvent assimilée à de la magie, tandis que les scientifiques sont assimilés à des sorciers. Ça fait un peu genre comme Horizon Zero Dawn. Ouais, celui où il y a les dinosaures robots, là. Ouais. Ouais, voilà. Alors là, c'est vraiment... Bon, ils n'étaient pas allés aussi loin dans le futur. Non, mais c'est plutôt qu'en fait, il y a des... On ne sait pas vraiment reconstruire cette technologie, mais il y a des savants qui savent l'utiliser. La situation géopolitique qui sert de toile de fond au roman constitue une curieuse inversion de celle de la Seconde Guerre mondiale. Donc la Grande-Bretagne, qui s'appelle la Grand-Bretagne, est devenue un empire ténébreux, cruel et décadent, dirigé par le roi empereur Huon, dont le corps desséché ne peut survivre en dehors de son globe trône. La Grande-Bretagne, dont les guerriers portent des masques zoomorphes, s'emploie à conquérir l'Europe, tandis que le protagoniste principal, Dorian Hawkmoon, duc de Köln, est un Allemand, même s'il porte un nom anglais, qui s'oppose à l'envahisseur avec ses alliés, au nombre desquels le comte Airain, qui est gardien de la Camargue et seigneur d'Aigues-Mortes. Ça, franchement, j'aime beaucoup. Ça passe une partie dans le Gard. Non, mais d'ailleurs, sur la carte, il y a voilà. Mais il y a il y a une carte dans le truc, et on a regardé, et t'as la carte Tout de à l'Europe, et tu as Aigues-Mortes, Et il y a avec écrit tout à Camargue. fait. Et il y a un supplément qui est complètement consacré à la Camargue, puisque c'est la terre du comte Airain. Alors, au fil du temps et de ces cycles romanesques, Moorcock a construit une cosmogonie cohérente et ambitieuse. Ce qui unit la plupart de ses œuvres dans un même espace narratif, c'est d'abord le concept de multivers, qu'on appelle dans les romans le million de sphères. Il s'agit d'un ensemble infini d'univers parallèles, parfois reliés entre eux par des passages dimensionnels. Une fois par éternité a lieu un phénomène qu'on appelle la conjonction du million de sphères, qu'on prendra soin de ne pas confondre avec la conjonction des sphères de The Witcher, qui semble quand même indiquer qu'Andrzej Sapkowski a lu Moorcock. Au cours de cette conjonction, tous les plans du multivers coïncident, marquant ainsi la fin d'un cycle et le début du suivant. Chaque plan d'existence du multivers est soumis à la tension entre 2 grands principes cosmiques, la loi et le Désordre. Le chaos. Le chaos. La loi et le chaos. Le chaos représente l'entropie, le changement perpétuel et souvent la destruction, mais aussi l'attachement aux libertés individuelles et le bouillonnement créateur, tandis que la loi symbolise l'ordre, la structure et la stabilité, mais également l'immobilisme ou la conformité. Chaque camp tente de prendre le dessus sur l'autre, mais une force supérieure, qu'on appelle la balance cosmique, s'efforce d'entretenir le statu quo. Si l'une des 2 forces devient trop puissante et menace d'écraser l'autre, la balance fait appel à un être qu'on appelle le champion éternel pour rétablir l'équilibre. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. Sur chacun des plans du million de sphères, il existe une incarnation du champion éternel qui, consciemment ou non, est le gardien de la balance cosmique. Elric est l'une des incarnations les plus célèbres du champion éternel, mais Hawkmoon aussi, et aussi Corum et Rayquaza, qui ont eu droit eux aussi à leur propre cycle de romans. Comme les Power Rangers. C'est ça. Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, maintenant, j'en arrive enfin à l'adaptation en jeu de rôle. Non, mais il y a de ça, c'est vrai, t'as raison. Mais ils forment pas un robot géant, par contre. Ah mince. Une Warframe. C'est moins stylé. Non. Donc, adaptation en jeu de rôle. C'est la société américaine Chaosium qui, la première, va adapter les univers de Moorcock, dont elle a obtenu la licence, en commençant par un wargame intitulé Elric en 77. En 81, paraît la première édition du jeu de rôle Stormbringer, signé Ken Saint-André et Steve Perrin. 4 ans plus tard, Chaosium édite Hawkmoon, qui est la transposition en jeu de rôle de la Terre du tragique millénaire.
écrite par une femme, ce qui est quand même plutôt rare dans le domaine du jeu de rôle, ou du jeu en général, Kerry Campbell Robson, qui n'a écrit quasiment... Enfin, elle avait participé au supplément des Contrées du rêve pour le jeu L'Appel de Cthulhu, et sinon, c'est vraiment elle, a priori, qui est toute seule à l'écriture de la version jeu de rôle de Hawkmoon. Stylé. Voilà. Donc Hawkmoon utilise le même système de règles que Stormbringer, qu'on appelle le Basic Role Playing, ou BRP. Il s'agit en fait du premier système générique de jeu de rôle qui est pensé dès le départ pour être décliné sur des univers radicalement différents, que ce soit la fantasy, l'horreur, la science-fiction, les univers de super-héros, etc. Alors que le vénérable système de Donjons et Dragons, qui est aussi un système générique, puisqu'il n'y a pas de monde décrit dans les règles de Donjons et Dragons, il reste culturellement et mécaniquement ancré dans la fantasy médiévale. Donc le BRP, il va être à l'origine d'une vraie famille de jeux, puisque Chaosium la transpose à quasiment tous ses jeux de rôle, RunQuest, Stormbringer et Hawkmoon, mais c'est surtout l'Appel de Cthulhu, dont la première édition est sortie en 81, qui deviendra le jeu phare de la maison. Mais ça, on en reparlera dans l'épisode d'Over the Pop, qui sera consacré un jour à Lovecraft. J'en arrive à la singularité du jeu de rôle Hawkmoon, puisqu'il s'agit d'un jeu d'origine américaine tiré d'une œuvre britannique qui existe davantage en français qu'en anglais. Cette version française, qui a été traduite et publiée en 1988 par la société d'édition Oriflamme, dont j'ai déjà parlé dans l'épisode consacré à Cyberpunk, puisque c'est eux qui ont édité la version française de Cyberpunk 2020, a non seulement corrigé et enrichi la version originale, mais l'a carrément supplantée avec la publication durant les années 90 d'une dizaine de suppléments originaux qui sont devenus de véritables références pour de nombreux joueurs. J'ajouterai que la version française d'Hawkmoon, comme bon nombre de publications Oriflamme, a également marqué les horroristes par le travail graphique de l'illustrateur Alain Gassner, que vous pouvez voir sur cette magnifique représentation. Elle n'est pas magnifique, c'est faux. Voilà. Dont le style visuel n'est pas sans évoquer celui d'un Jack Kirby, notamment dans l'apparence de ses armures anatomiques qui donnent au personnage, et particulièrement au guerrier grand-breton, des airs de New Gods sortis tout droit des pages d'un comic book. Pour terminer, pourquoi est-ce que je voulais parler d'Hawkmoon ? Oui. Alors, il y a d'abord une raison autobiographique, c'est que j'ai fait ma toute première partie d'initiation au jeu de rôle lorsque j'étais au collège, et c'était avec la première édition de Stormbringer. Donc, la partie, elle était masterisée par le grand frère d'un pote qui a zigouillé tous nos personnages avant la fin du scénario, donc vraiment genre, allez les jeunes, là c'est bon, là... Je vais vous faire tester ça, mais en 10 minutes, ciao, merci, quoi. Bah, ça n'empêche que ça m'a plu. Alors, pas le faire, de voir mon perso crever aussi rapidement, mais de ce côté, voilà, team, et puis, de voir qu'en fait, tu pouvais simuler, plein de trucs par les dés ou juste par le dialogue entre les joueurs, et par le fait que, dans une petite boîte comme ça, t'aies la possibilité de raconter, développer tout un monde. Et le fait que cette boîte-là, elle date de 88, que depuis ils ont sorti des nouvelles versions, mais ça n'empêche que les règles elles fonctionnent toujours. Enfin, on n'a pas de problème de rétrocompatibilité des jeux vidéo. Voilà, ce jeu il est toujours valable, quoi. Et ça, je trouve ça fou, quoi. Et donc, parlant de boîte, quelques mois donc après cette première expérience d'initiation, dans une librairie d'occasion, je suis tombé sur la boîte tout abîmée d'Hawkmoon. Alors, c'est pas elle, depuis je me la suis rachetée. Et j'ai été intrigué par le fait qu'elle adoptait la même charte graphique, donc que le Stormbringer que j'avais testé. Et je voyais marqué en haut Michael, alors j'ai prononcé Moorcock à l'époque. Je m'étais pas rendu compte qu'il y avait... Genre Michel plus de bits. Ouais, c'est ça. J'ai dit, ça doit être vachement bien. Et donc en parcourant les règles, donc je l'ai acheté, et en parcourant les règles, j'ai découvert que le jeu était compatible via ses règles avec Stormbringer, ce qui ouvrait encore plus de potentialité d'histoire. Et c'est donc grâce à Hawkmoon que je me suis initié à la masterisation de parties et que j'ai découvert l'œuvre de Moorcock. Là, j'avais réussi à remettre les hauts dans le bon sens. Et de fait, j'ai toujours été un grand fan du BRP que j'ai continué à exploiter par la suite avec l'autre jeu de Chaosium que j'ai poncé, l'Appel de Cthulhu. En plus de ça, il y a un lien particulier aussi entre la gamme Hawkmoon et la Lorraine, puisqu'en fait Oriflamme, c'est une maison d'édition qui a été créée à Metz, en lien avec la boutique de jeux de rôle Excalibur, où j'allais acheter mes jeux, et l'artiste Alain Gassner, il est d'origine thionvilloise. Ok. Voilà, donc il y a ce côté... Tout est lié. Voilà. Alors après, je précise, ça a été diffusé sur l'ensemble du territoire, hein. C'est pas juste un jeu mosellan. Hein. Voilà. Tu vois, toi qui aimes bien les choses imbriquées et tout, tout est imbriqué. Voilà. Ça aurait pu être un scénar de Paolo.
Pour conclure la conclusion de la fin, en dehors de ses considérations autobiographiques, Hawkmoon, par son lore particulier de science-fantasy post-apo médiéval, offre des variations de scénarios que je n'ai jamais trouvées ailleurs. C'est un peu comme Warframe aussi. Donc tu peux soit faire des scénars, les histoires classiques, c'est la résistance contre l'Empire Grand-Breton. Tu peux faire du dungeon crawling dans les ruines d'un bâtiment d'avant le tragique millénaire à la recherche de reliques technologiques en te fightant contre des robots qui sont restés là. Ça me fait penser un peu à ce qu'il y a dans... C'est dans quoi ? C'est dans Morrowind ? Non, c'est dans Skyrim où tu peux visiter les ruines les Dwemer. Ouais. Donc dans le monde d'Hawkmoon, il n'y a pas d'autres races de type elfe, nain, etc. Mais il y a des mutants et il est possible d'incarner un mutant. Et donc ça permet aussi de développer des histoires autour de cette thématique-là. Il n'y a pas de magie, mais il y a des artefacts qui sont liés notamment au bateau Runix, ce qui permet d'imaginer des scénarios avec des ambiances mystiques. Et si on est en quête d'un peu d'exotisme, c'est possible d'imaginer une campagne qui se déroule soit en Amarek. Sachant que l'Amarek, c'est l'Amérique. C'est ça, l'Amérique. Précise quand même. Voilà. Il y a l'Asia Amarek. Il y a l'Asia Communista. Ouais. Bon, bah là, c'est dans le titre. Hein. Voilà. L'Africa qui retournait à un mode tribal. Et l'Australie dont on ne sait strictement rien. Et à l'époque, qu'avec un pote, justement, Marc Gravier, qui nous écoute, il se reconnaîtra, on s'était amusé à développer tout un délire. Mad Max. Voilà, Mad Max Steampunk. Ok. Voilà. Bon, je vous remercie. Merci d'être. Et puis, soyez. Soyeux, même. Soyeux. Voilà. Allez, ciao. Tchuss. Ciao. Je me